Bonjour et bienvenue au quatrième et dernier webinaire pour l'année 2015-2016 de TA à l'école. Je me présente, Nathalie Paquette-Bélanger, spécialiste des troubles d'apprentissage au sein de l'équipe TA à l'école et la modératrice de ce webinaire. La production de ce webinaire a été réalisée grâce au financement du ministère de l'Éducation. Veuillez noter que les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du ministère de l'Éducation. C'est avec fierté que l'équipe TA à l'école présente notre conférencière, Jessica Rivet, qui animera ce webinaire sur la mémoire de travail et les fonctions exécutives. Pendant le webinaire, nous publierons les faits saillants de la présentation sur Twitter. Nous vous invitons à joindre la conversation en utilisant le mot-clé #webinaire-TA. Avant de commencer, voici quelques items cuisine. Nous voulons que vous soyez à l'aise avec le panneau de configuration GoToWebinar. Si vous ne voyez pas le plein panneau, vous devriez voir une flèche que vous pouvez cliquer pour agrandir le panneau. Ce même bouton permet de minimiser le panneau lors de la présentation. À la partie supérieure du panneau de configuration, vous verrez un globe terrestre. En cliquant sur le globe, vous pourrez sélectionner la langue de votre choix sur le panneau de configuration. Si vous souhaitez poser une question, veuillez entrer votre texte dans la case au bas du panneau de configuration et choisir de l'envoyer au personnel dans le menu déroulant. Veuillez noter que vous pouvez poser vos questions au cours du webinaire, mais qu'elles ne seront répondues qu'à la fin, pendant la période des questions. Pour de l'assistance technique, n'hésitez pas à communiquer avec Mercia. Ses coordonnées sont affichées sur cette diapositive. Après ce webinaire, nous vous enverrons les diapositives et un lien pour un sondage afin d'avoir vos commentaires concernant ce webinaire. Dans environ 3 semaines, l'enregistrement du webinaire sera disponible et nous enverrons un lien à tous les participants. Ceci met fin aux items cuisine. À ce temps, j'aimerais présenter notre conférencière. Dr Jessica Rivet détient une maîtrise et un doctorat en neuropsychologie clinique de l'Université de Montréal. Sur le plan clinique, elle a œuvré dans différents services de pédopsychiatrie et de réadaptation en neurotrauma, l'amenant à travailler avec diverses clientèles, notamment des troubles spécifiques d'apprentissage et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le TDAH. Depuis septembre 2015, elle est employée comme psychologue au conseil scolaire Vie-à-Monde. Ses tâches incluent principalement la réalisation d'évaluations et de consultations psychoéducationnelles, en plus d'offrir diverses formations au personnel enseignant. Avec l'équipe multidisciplinaire pour l'enfance en difficulté, elle développe aussi des programmes de prévention et d'intervention pour l'ensemble des écoles du conseil scolaire. Bonjour Madame Rivet, je vous cède maintenant la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, c'est un plaisir pour moi d'avoir été invitée par l'Association des troubles d'apprentissage de l'Ontario pour parler de la mémoire de travail et des autres fonctions exécutives dans le contexte scolaire. Donc, ce webinaire a été créé pour les professionnels de l'enseignement qui veulent mieux aider les élèves qui vivent des difficultés sur le plan du fonctionnement exécutif. Et pour votre information, c'est un webinaire de niveau débutant. Donc, au niveau de l'organisation du webinaire aujourd'hui, on va d'abord définir ce que c'est la mémoire de travail et les autres types de fonctions exécutives. Ensuite, on va discuter des différentes implications que les fonctions exécutives ont dans la vie des élèves. Il sera question par après de la trajectoire développementale des fonctions exécutives. Puis, on va parler des élèves qui rencontrent des difficultés à ce niveau-là. C'est qui ces élèves-là exactement? Puis, en dernier lieu, la partie qui est très intéressante à mon avis, c'est qu'on va chercher à comprendre comment concrètement on peut aider les élèves en difficulté au niveau des adaptations, des stratégies pédagogiques, puis aussi au niveau plus intervention, remédiation. Donc, pour commencer,
j'ai un petit sondage que j'aimerais faire avec les participants du webinaire pour apprendre à un peu mieux vous connaître. Donc, ma première question pour vous est, est-ce que vous avez déjà entendu le terme fonction exécutive? Hein, oui ou non? Et si oui, dans quel contexte est-ce que vous avez déjà entendu parler des fonctions exécutives? Est-ce que c'était A, dans une formation au collège ou à l'université? B, dans des formations professionnelles au sein de votre conseil scolaire? C, au niveau de la lecture de rapports d'évaluation en psychologie? E, dans des articles sur Internet ou dans des magazines, ou E, dans n'importe quel autre contexte. Puis, ma troisième question est, comment est-ce que vous qualifiez votre niveau de connaissance actuel sur les fonctions exécutives? Donc, est-ce que c'est très faible, faible, satisfaisant, élevé ou très élevé? Donc, on voit que la plupart des participants ont effectivement déjà entendu parler des fonctions exécutives. Excellent. Donc, par rapport au contexte dans lequel vous avez déjà entendu parler des fonctions exécutives, je vous invite maintenant à sélectionner vos réponses. Et vous pouvez bien sûr sélectionner toutes les options qui s'appliquent. Donc, on voit ici que c'est assez varié en fait. 30% des gens aujourd'hui ont entendu parler des fonctions exécutives d'un point de vue formation au collège ou à l'université. 50% dans des formations professionnelles au sein de votre conseil scolaire. Les rapports psychologiques, psychopédagogiques, 48%. Donc, c'est assez varié. OK, excellent. Et maintenant, votre niveau de connaissance actuelle sur les fonctions exécutives. Donc, très faible, faible, satisfaisant, élevé ou très élevé. OK, donc la plupart des participants qualifient leur niveau de connaissance comme étant faible ou satisfaisant. OK, excellent. Parfait. Donc, on va parler des fonctions exécutives. On va d'abord les définir. Donc, les fonctions exécutives constituent un ensemble de processus mentaux hétérogènes qu'on dit d'ordre supérieur dans la hiérarchie cognitive, puis qui sont impliqués dans toute action orientée vers un but. Quand j'explique aux parents puis aux enseignants avec qui je travaille ce que c'est les fonctions exécutives, personnellement, j'aime beaucoup utiliser l'analogie du chef d'orchestre. Les fonctions exécutives sont un peu comme un chef d'orchestre pour le cerveau, parce qu'elles ont un rôle de coordination pour toutes les autres fonctions cognitives. Que l'on pense par exemple au langage, au traitement visuospatial, à l'attention, à la mémoire, etc. Donc, en présence de déficits exécutifs, on observe un impact relativement global à différents niveaux sur le fonctionnement d'un élève. Donc, un élève avec des déficits du fonctionnement exécutif pourrait donc avoir des difficultés à utiliser ses capacités langagières pour exprimer clairement son opinion, des difficultés à moduler son attention aux besoins d'une situation en salle de classe, des difficultés à organiser et emmagasiner des informations en mémoire à long terme, des difficultés à recourir à ses habiletés de raisonnement pour résoudre efficacement un problème de mathématiques, des difficultés à rester calme dans une situation qui lui fait vivre de la colère, des difficultés à se rappeler de ne pas oublier de faire quelque chose plus tard, etc., etc., etc. Donc, la liste, elle est très longue. D'un point de vue cérébral, parce que bien sûr, moi, je suis neuropsychologue de formation, donc le cerveau m'intéresse beaucoup. D'un point de vue cérébral, on sait que les fonctions exécutives dépendent de circuits neuronaux assez complexes dans lesquels le cortex préfrontal joue un rôle prédominant. Il existe plusieurs classifications des fonctions exécutives, puis il peut y avoir certaines variations là, entre les auteurs, mais de manière générale, les auteurs s'entendent pour dire que les fonctions exécutives comprennent principalement la mémoire de travail, l'inhibition, la flexibilité mentale, puis les habiletés liées à la planification et l'organisation. Il est aussi primordial là, de comprendre qu'il s'agit ici d'un groupe de fonctions qui sont
sont intégrées, hein, qui s'influencent les unes les autres. Donc, d'abord, mémoire de travail. On peut définir la mémoire de travail comme la capacité de notre cerveau à traiter et manipuler mentalement des informations pour produire un résultat. Et ça pendant un assez court laps de temps. La mémoire de travail se calcule en fait en secondes ou en minutes le maximum. La capacité de la mémoire de travail est limitée, hein, par comparaison à la mémoire à long terme, qui nous permet, elle, d'accumuler une quantité plutôt infinie d'informations. Donc, pour comprendre ce que représente la mémoire de travail, on peut la comparer en quelque sorte à la mémoire vive d'un ordinateur. Hein? Donc, une mémoire de travail qui est surchargée, si on veut, c'est un peu comme un ordinateur qui bug parce qu'il y aurait trop de programmes ouverts en même temps. Puis, sur le plan comportemental, des déficits de mémoire de travail, ça peut créer une multitude de comportements en salle de classe. Un élève avec une faible mémoire de travail peut avoir, par exemple, des difficultés à suivre des consignes orales qui comportent plusieurs étapes. Il peut aussi avoir des difficultés à écouter un enseignant tout en prenant ses notes de cours, ou des difficultés à faire le lien entre ce qui est dit dans le présent avec ce qui a été dit il y a juste quelques minutes. Des difficultés, dans le même ordre d'idée, des difficultés à intégrer la nouvelle matière avec les connaissances antérieures. Ou des difficultés à répondre à des questions de compréhension de lecture parce qu'il ne se souvient pas de tous les détails qu'il vient juste de lire dans une histoire. Donc, si on pense par exemple aux mathématiques, ça peut être aussi un élève qui va échouer en calcul mental, même s'il sait très bien résoudre les problèmes sur papier. Ou un élève qui va échouer en écriture, ou qui va sous-performer en écriture parce qu'il a du mal à traiter toutes ses idées efficacement, puis il en oublie avant même de pouvoir les mettre sur papier. Donc, les impacts là, sont vraiment à de multiples niveaux. Le prochain type de fonction exécutive que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'inhibition. Donc, l'inhibition, c'est la capacité à résister aux distractions et aux impulsions. Ça réfère beaucoup à la maîtrise de soi, hein, être capable de penser avant d'agir ou avant de parler. Ou bien être capable d'arrêter un geste ou une parole en cours de route qui nuirait à ce qu'on veut vraiment accomplir. Donc, pour vous aider un peu à retenir le concept de l'inhibition, pensez à un filtre mental ou à un frein mental pour empêcher d'être impulsif. Donc, tout comme pour la mémoire de travail, il y a plusieurs comportements en salle de classe qui peuvent être causés par un manque d'inhibition. Ça peut être notamment un élève qui est distrait par les bruits à l'extérieur, un élève qui répond à une question d'examen avant même d'avoir lu toute la question, un élève qui va répondre aux questions de l'enseignant sans lever la main. Un élève aussi qui, sous le coup de la frustration, va se mettre à lancer des objets. Ça peut être aussi un élève qui va dire à un camarade de classe la première chose qui lui traverse l'esprit sans penser que le commentaire pourrait vraiment blesser l'autre personne. Prochaine fonction exécutive que je trouve très importante en milieu scolaire, c'est la flexibilité mentale. Donc, la flexibilité mentale, c'est la capacité à alterner entre des états cognitifs différents pour changer d'attitude, de perspective ou de comportement. En anglais, on utilise beaucoup les termes shifting ou switching pour faire référence à la flexibilité. Donc, la flexibilité mentale, c'est directement en lien avec l'adaptation au changement. Hein, donc, tout ce qui est adaptation à la nouveauté ou aux imprévus. Parmi les exemples de comportements en salle de classe qui peuvent être causés par un manque de flexibilité, on note une difficulté à changer de stratégie pour résoudre un problème, avoir du mal à respecter les nouveaux règlements d'un jeu, hein, qu'on viendrait juste d'ajouter dans le jeu, pas être capable pour un élève de changer rapidement de procédure en cours de tâche, même s'il voit bien qu'il faudrait bien qu'il change, là, hein, parce que ça ne fonctionne pas sa méthode. Ça peut être aussi un élève qui a de la difficulté à se mettre à la place des autres parce qu'il y a du mal à se dégager de sa propre perspective. Ou bien des élèves qui se sentent bouleversés ou qui ont besoin de temps supplémentaire lors des transitions d'activité. Et enfin, l'autre type de fonction exécutive que je vais aborder aujourd'hui sont celles liées à la planification et à l'organisation. Donc, les fonctions liées à la planification et l'organisation englobent la capacité à analyser un problème et définir les priorités d'action avant d'agir. La capacité à sélectionner les bonnes stratégies, les stratégies efficaces et décider de l'ordre des étapes à effectuer. Hein. C'est vraiment une question aussi de jugement. Ça inclut aussi la capacité à monitorer de manière continue l'impact de nos actions
pour l'atteinte du but, hein, puis notre capacité à réajuster nos actions aux besoins. Si on voit que ça fonctionne pas, est-ce qu'on est capable de revenir en arrière et de changer? Donc, en salle de classe, des difficultés de planification et d'organisation peuvent se traduire de diverses manières, comme commencer une tâche sans avoir préparé tout le matériel nécessaire, rédiger au propre un essai sans avoir fait de plan qui détaille toutes les idées puis tous les arguments, travailler par essai-erreur pour résoudre un problème sans prendre le temps d'analyser la nature du problème, pas prendre le temps de vérifier une dernière fois nos réponses avant de remettre notre copie d'examen. Donc ici, j'ai un petit jeu qui s'appelle le jeu du choix multiple. Donc, d'après vous, les fonctions exécutives d'un élève ont un impact surtout sur A, son rendement académique, B, sa vie professionnelle, ou bien C, sa santé physique et psychologique. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, on voit que c'est assez varié. La plupart des gens ont dit rendement académique, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont sélectionné vie professionnelle et santé physique et psychologique. Excellent. Donc, je vous dis bravo. Parce qu'effectivement, les fonctions exécutives ont un impact extraordinaire dans nos vies à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr le rendement académique. Hein. Selon même certaines études, les fonctions exécutives prédiraient parfois mieux le rendement académique des élèves que leur quotient intellectuel. Hein. Puis on sait qu'un élève peut éprouver de très, très grandes difficultés académiques en raison de ses déficits exécutifs, même si son potentiel intellectuel est dans la moyenne ou même dans l'intervalle supérieur. On sait aussi que les fonctions exécutives ont d'autres impacts. Hein. Les personnes qui ont des déficits sur le plan du fonctionnement exécutif sont davantage à risque d'éprouver des problèmes de santé physique, des troubles de santé mentale, des problèmes d'employabilité, des démêlés avec le système de justice, des mauvaises relations interpersonnelles avec leur entourage, incluant des conflits conjugaux. Et tout ça, là, c'est même si on tient compte puis on contrôle pour d'autres variables qui pourraient aussi avoir une influence, comme le niveau socio-économique des personnes. Puis une étude que je trouve particulièrement intéressante a montré que les personnes avec des difficultés exécutives rapportent aussi être moins heureuses dans la vie de manière générale. Donc, autre petit jeu, le jeu du choix multiple. Donc, d'après vous, les difficultés exécutives touchent les élèves ayant A, des troubles d'apprentissage, B, des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, C, des troubles du spectre de l'autisme, ou bien D, les troubles affectifs. Je vous laisse encore une fois quelques secondes pour sélectionner vos réponses. Oh! Super. Donc, 88% des gens disent trouble apprentissage, 90% le TDAH, TDA ou TDAH, 75% l'autisme et 71% quand même le trouble affectif. Très bien. Donc, la réponse, c'est toutes ces réponses. Donc, ici, je vous ai fait une liste de nombreux groupes d'élèves qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés exécutives. On voit ici qu'il y a plusieurs types de troubles neurodéveloppementaux. Il y a aussi beaucoup de troubles neurologiques acquis, puis il y a aussi beaucoup de troubles affectifs. Il faut comprendre que c'est pas une liste exhaustive, il y en a d'autres. C'est ceux auxquels j'ai pensé, là, que je trouve que c'est les principaux, mais il y en a d'autres. Donc, on voit les troubles spécifiques des apprentissages, le TDAH, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, syndrome gel de la Tourette. Tout ce qui est troubles psychotiques, schizophrénie également, le syndrome d'alcoolisation fétale, les enfants, adolescents qui souffrent de diabète sont à risque d'avoir des problèmes exécutifs. Les jeunes qui ont eu des commotions cérébrales, des traumas crânio-cérébraux, des jeunes qui ont eu des tumeurs au cerveau, des enfants qui ont souffert de négligence et d'abus. Les jeunes qui souffrent de dépression, troubles de l'anxiété, eux aussi sont à risque d'avoir des troubles exécutifs. Puis aussi
les personnes qui ont des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue. Donc, comme professionnel de l'enseignement, je suis persuadée que vous avez rencontré des élèves dans votre carrière qui ont des difficultés exécutives parce que ça touche un ensemble assez incroyable là, de catégories d'élèves. Donc, jeu du choix multiple, encore une fois. Donc, d'après vous, les fonctions exécutives commencent à émerger A, avant l'entrée à l'école, B, au cours du cycle élémentaire, donc autour de l'âge de 6-12 ans, ou bien C, à l'adolescence. Quand est-ce que les fonctions exécutives commencent à émerger? Donc, ici, vous pouvez seulement sélectionner une réponse. Donc, la plupart des participants pensent que les fonctions exécutives émergent avant l'entrée à l'école. Certains parlent du cycle élémentaire et très peu pensent que c'est à l'adolescence. Et la bonne réponse est A. Donc, les fonctions exécutives commencent à se mettre en place très tôt dans la vie, avant même l'entrée à l'école. Il y a certains auteurs qui avancent même l'âge de 1 an. Hein. Puis on sait qu'à l'âge de 3-4 ans, il y a des différences individuelles au sujet des fonctions exécutives entre les enfants, des différences qui sont observables, qui sont quantifiables avec des tests, puis qui vont même prédire certains aspects du fonctionnement de leur vie adulte. Donc, le développement des fonctions exécutives implique une combinaison de différents facteurs, très brièvement ici. Donc, il y a des études qui démontrent que nos gènes, d'abord, déterminent en grande partie la manière dont nos fonctions exécutives vont se développer, en lien, bien entendu, avec la maturation du cerveau humain. Selon certains auteurs, il y a aussi l'apparition du langage qui joue un rôle vraiment primordial. Le langage intérieur, là, quand on se parle à soi-même, serait un bon exemple d'un outil incroyablement efficace pour apprendre à se calmer puis à s'autoréguler. Bien entendu, l'environnement puis les expériences de vie joueraient aussi un rôle. Par exemple, quand on doit quitter le nid familial puis aller vivre en appartement, ça nous oblige à recourir davantage à nos fonctions exécutives puis à les mettre en pratique. Puis il est aussi important de comprendre à cette diapositive que ces différents facteurs sont tous interreliés et interdépendants. Ça veut dire qu'ils vont s'influencer les uns les autres. Donc, d'après vous, les fonctions exécutives atteignent leur pleine maturité A, au début de l'adolescence, B, au milieu de l'adolescence, C, vers la fin de l'adolescence ou le début de l'âge adulte, ou D, vers 40-50 ans. Un peu avant la retraite. Je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez seulement sélectionner une réponse dans ce jeu du choix multiple. Donc, quand est-ce que les fonctions exécutives atteignent leur pleine maturité selon vous? Wow! Donc, la plupart d'entre vous ont sélectionné vers la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, j'ai des participants qui connaissent bien le domaine. Donc, on sait par exemple que le cortex préfrontal continue de se perfectionner d'un point de vue neurochimique jusqu'à l'âge d'au moins 20-25 ans là, environ. Donc, dans ce contexte-là, sachant que les fonctions exécutives atteignent leur pleine maturité vers la fin de l'adolescence puis le début de l'âge adulte, on peut comme penser qu'il y a une immaturité. Il y a une immaturité qu'on peut qualifier de normale au niveau des fonctions exécutives chez les élèves de moins de 20-25 ans, même chez les élèves sans besoins spéciaux. Puis comme professionnel de l'enseignement, il faut donc avoir des attentes réalistes face à l'ensemble des élèves. Ça implique aussi d'adopter des pratiques éducatives qui vont favoriser le développement des fonctions exécutives là, vraiment pour tous. Puis, bien entendu, pour les élèves aux prises avec eux des difficultés sur le plan exécutif, il est essentiel de cibler des adaptations puis des stratégies compensatoires puis de remédiation selon, bien sûr, le profil de force et de besoins de chaque élève. Puis, à ce niveau-là, le plan d'enseignement individualisé, le PEI, est fortement
encouragé pour s'assurer que les mesures choisies soient appliquées avec cohérence et continuité dans toutes les situations scolaires. Donc, ce qui m'amène à passer à la section sur les adaptations puis les stratégies. Donc, d'abord, messages verbaux en salle de classe. Il y a plusieurs façons d'adapter nos messages verbaux en salle de classe pour les élèves qui ont des difficultés exécutives, surtout s'ils souffrent d'une faible mémoire de travail. Donc, on peut utiliser des directives courtes et claires et ne pas formuler trop de consignes à la fois. Parler à un rythme modéré avec des pauses occasionnelles pour faciliter vraiment l'intégration des informations verbales. J'aime aussi beaucoup proposer l'idée de changer l'intonation pour prononcer les mots-clés du message verbal. Répéter les informations importantes. Ça va vraiment aider les élèves en difficulté. Ça va aider tous les élèves en fait, mais surtout les élèves en difficulté. Prendre aussi le temps de faire des résumés. Donc, par exemple, lors des discussions de groupe en salle de classe, à mesure que les échanges avancent puis que les idées s'accumulent, c'est important de faire des pauses régulières pour synthétiser puis répéter ce qui a été dit. Il est aussi important de vérifier la compréhension de l'élève par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc, on peut demander à l'élève de reformuler dans ses mots ce qu'il a compris et compléter, puis on va compléter justement là, s'il y a des informations, qui lui ont manqué. Les supports visuels, offrir des supports visuels, c'est aussi très bénéfique. Par exemple, on peut écrire au tableau des consignes qui ont plusieurs étapes, comme par exemple le cahier qui s'appelle La nature à la page 24, faites les numéros 1, 2, 3 et 4, sauf le numéro 3B. Ça, c'est beaucoup d'informations pour un élève en salle de classe. Donc, si on l'écrit au tableau, ça va vraiment l'aider. On peut aussi fournir des fiches résumées, des images, des photos, des graphiques, etc. Ce qui est aussi très important à retenir, c'est qu'il faut éviter dans nos supports visuels de mettre trop de détails superflus, des détails qui ne sont pas nécessaires. Parce que pour des élèves qui ont une faible mémoire de travail, ça peut prendre du temps pour eux de traiter tous les détails visuels. Fait que s'il y en a trop, on risque de compliquer encore plus leur traitement de l'information. Donc, beaucoup, c'est pas nécessairement mieux. La fragmentation des tâches, c'est aussi une stratégie de choix pour les élèves aux prises avec des difficultés exécutives. Donc, l'idée, c'est pas de donner aux élèves trop d'informations à la fois. Pour les méthodes d'évaluation notamment, il peut être aidant pour ces élèves d'avoir des examens courts, mais fréquents, qui couvrent seulement une petite partie de la matière à la fois. En compréhension de lecture, par exemple, on peut aussi intercaler les questions à travers le texte plutôt qu'à la toute fin. Et pour les projets complexes, c'est aussi préférable de répartir le travail sur plusieurs journées. Donc, si on pense, par exemple, à une tâche d'écriture, on peut faire notre plan le lundi, on rédige l'introduction le mardi, on écrit les paragraphes de développement le mercredi puis le jeudi, puis on fait notre conclusion le vendredi. Ça peut être une belle idée là, pour aider les élèves. De manière générale, on suggère aussi d'éviter les situations de double tâche, donc c'est-à-dire faire deux choses à la fois. En anglais, on appelle ça le multitasking. Donc, ce qui est primordial de comprendre ici, c'est que le multitasking nuit toujours à la productivité. Toujours. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai pour les élèves aux prises avec des difficultés exécutives. Donc, en termes de stratégie, c'est important d'avoir toute l'attention des élèves quand on leur communique un message important. Donc, on s'assure que les élèves ne sont pas en train de regarder leur téléphone cellulaire. Ou s'ils travaillent à l'ordinateur, on s'assure qu'ils n'ont pas plein de programmes d'ouvert là en arrière-plan qui va les déranger. On attend aussi que tous les élèves aient préparé leur matériel avant de donner une nouvelle consigne au groupe. Donc, pas parler pendant qu'ils cherchent leur matériel parce que là, ça les met en situation de double tâche. Ou quand on veut faire des retours en grand groupe, c'est important d'attendre que chaque élève ait terminé sa tâche parce que s'il y a un élève qui est encore en train de travailler, il ne va pas bien écouter le retour en grand groupe. On peut aussi fournir aux élèves des notes de cours ou préparer des notes de cours trouées pour pas qu'ils aient à diviser leur attention entre écouter l'enseignant puis écrire. Donc, quand les élèves aussi font un travail scolaire, il faut vraiment les encourager à faire une chose à la fois, une tâche à la fois. Donc, par exemple, dans le processus d'écriture, il est toujours mieux d'écrire d'abord toutes nos idées en version brouillon. Puis une fois que tout notre texte est écrit, là, on peut s'appliquer à corriger l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, etc. Donc, cette façon-là de travailler, c'est beaucoup plus productif
pour les élèves aux prises avec des difficultés exécutives. Donc, la prochaine diapositive qui va bientôt apparaître concerne l'impulsivité. Hein? Donc, comment adapter les leçons puis les activités pour les élèves qui sont impulsifs? Donc, on va leur rappeler de prendre leur temps pour travailler. Quand on communique des consignes, ça va être important de leur demander de déposer le crayon pour être certain qu'ils ne se mettent pas à la tâche trop rapidement sans trop savoir quoi faire. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'exiger que les élèves élaborent un plan de travail avant de commencer un projet. Puis, pour vraiment les motiver à en faire un, on peut leur allouer des points bonus pour leur plan de travail. Il est également possible de créer des outils visuels pour rappeler aux élèves de penser avant d'agir ou avant de parler. Donc, des fois, par exemple, dans un travail en diade avec des jeunes enfants, on pourrait donner à l'élève numéro 1 un dessin d'une bouche pour signifier que c'est son tour de parler. Puis, on pourrait donner à l'élève numéro 2 un dessin d'une oreille pour lui rappeler concrètement là, que c'est le temps pour lui d'écouter son coéquipier, puis c'est pas le temps de parler. Donc, ça peut être des idées pour certains élèves. Au niveau de l'adaptation au changement maintenant, il y a des élèves que c'est difficile pour eux de s'adapter au changement. Donc, on va suggérer de donner du temps supplémentaire à ces élèves-là pour les transitions d'activité. Donc, par exemple, après la récréation, on pourrait peut-être permettre aux élèves d'avoir quelques minutes de temps libre en salle de classe avant de se mettre au travail. On peut aussi minimiser le nombre de transitions exigées entre les activités de la journée. Donc, par exemple, si les vendredis après-midi, après le cours d'éducation physique, l'élève doit retourner en salle de classe juste pour préparer son sac à dos pour ensuite aller prendre l'autobus, ça implique là, plusieurs transitions. Fait qu'il pourrait être préférable pour cet élève-là de lui faire préparer son sac à dos avant le cours d'éducation physique, de façon à ce qu'il se dirige directement vers son autobus après son cours d'éducation physique. Aussi, on peut aider les élèves en minimisant le nombre de transitions entre les tâches au cours d'une même période de travail. Hein. Donc, en mathématiques, par exemple, je suggère souvent, quand les problèmes de flexibilité nuisent au calcul, d'éviter les feuilles de calcul, d'addition, de soustraction, puis de multiplication tout mélangé. Il est mieux de faire une feuille avec juste des additions, suivie d'une feuille avec juste des soustractions, suivie d'une feuille avec juste des multiplications. Comme ça demande moins aux élèves de constamment changer d'état d'esprit pour passer au niveau de la méthode soustraction versus addition versus multiplication, etc. Aussi, il peut être très avantageux d'avertir les élèves d'un changement à venir à l'aide d'outils visuels, hein, que ce soit un sablier, une minuterie ou les fameux cadrans time timer. Donc, par exemple, en leur montrant la minuterie, on peut les informer que dans 5 minutes, c'est le temps de quitter la cour de récré, puis de retourner en salle de classe. Puis pour certains élèves avec des gros défis, les avertissements doivent être doublés ou triplés. Donc, on va avertir le changement à venir dans 5 minutes avant, puis après ça, 2 minutes avant, puis 1 minute avant, pour vraiment les aider à se préparer mentalement. Lorsque les élèves aussi anticipent négativement une nouvelle situation qui est sur le point d'arriver, moi, j'aime beaucoup l'idée de les préparer mentalement. On peut décrire ce qui va se passer en discutant avec eux de leur choix de comportement. On peut même employer des techniques d'imagerie mentale où on les amène à visualiser la situation à venir. Pour les élèves là, qui sont plus artistiques dans l'âme, on peut les encourager à faire des dessins dans le but de les préparer mentalement à ce qui s'en vient, etc. Donc, c'est vraiment utiliser votre imagination là. Environnement et matériel structuré. Donc, c'est important d'aménager l'environnement puis le matériel de façon soit le plus structuré possible, facile à se retrouver. Hein? Donc, on peut préparer des cartables de différentes couleurs avec des feuilles assorties. Donc, tout ce qui est rouge, c'est les mathématiques. Tout ce qui est bleu, c'est le cours de biologie, etc. On peut afficher des étiquettes avec des dessins ou clés sur des boîtes de rangement. On peut ajouter des tablettes ou des crochets supplémentaires dans le casier. Ce sont ici des méthodes que je trouve qui sont souvent employées chez les enseignants du préscolaire. Mais des fois, certains élèves ont besoin que ce haut niveau de structure soit plus longtemps mis en place là, dans leur cheminement scolaire. Donc, au niveau planification, organisation, il est souvent bénéfique de préparer un horaire de la journée qu'on va afficher dans
un endroit bien en vue dans la salle de classe. Aussi d'instaurer des routines qui sont claires et bien établies pour les situations quotidiennes, comme par exemple l'arrivée en salle de classe le matin. Hein, si les attentes sont clairement définies étape par étape, ça aide les élèves à mieux s'organiser. Ça peut être aussi avec des illustrations là, pour des élèves qui sont plus petits ou qui ont des difficultés à lire. On a tendance beaucoup à employer ce genre de technique avec les élèves qui sont sur le spectre de l'autisme, mais il y a aussi plein d'autres élèves, à mon avis, qui peuvent en bénéficier, comme les élèves qui ont un TDAH notamment. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont des passionnés de la technologie, sachez qu'il existe maintenant plusieurs applications pour tablettes et téléphones intelligents qui permettent de créer des routines visuelles. Donc, malheureusement, la plupart des applications sont en anglais. Je vous en ai noté quelques-unes sur la diapositive. Je vous encourage à les explorer. Puis même si vous êtes dans un milieu francophone, même si l'application est en anglais, vous pouvez quand même écrire à la main les choses, les étapes. Donc, ça peut être quand même en français, là. Vous pouvez vraiment l'adapter. Donc, bien sûr, pour continuer avec la planification et l'organisation, les feuilles de route, l'emploi des feuilles de route pour toutes les tâches scolaires, c'est très recommandé. Apportez aussi votre soutien direct pour aider les élèves à fragmenter leurs tâches. Établir des échéanciers précis pour chaque sous-section d'un projet, puis vérifier le travail accompli au fur et à mesure, plutôt qu'à la toute fin, pour pas avoir des surprises. Ça, c'est un genre d'adaptation qui est souvent très, très, très bénéfique. Aussi, pour les élèves qui révisent jamais leurs travaux avant de les remettre, moi, je conseille souvent aux enseignants de mettre dans l'horaire du cours des périodes précises de révision. De cette façon-là, ça envoie le message aux élèves que la révision, c'est important, puis que c'est une partie intégrante du processus. Puis aussi, bien sûr, l'emploi de listes de vérification pour les projets, ça peut être un atout majeur. Par exemple, on peut encourager les élèves à utiliser une fiche des étapes d'autocorrection pour le processus d'écriture. Donc, on va aller cocher ou rayer chaque étape après avoir vérifié. Donc, par exemple, le point 1, vérifier les lettres majuscules dans notre texte. Vérifier après ça au point 2 les points à la fin des phrases. Vérifier après ça les virgules, etc., etc. Donc, une façon très, très, très structurée de travailler. À mon avis, un aspect qui est capital, surtout chez les élèves plus âgés du cycle secondaire, c'est de pratiquer ces habitudes de travail-là en les faisant avec eux, puis non pas de les faire à leur place. Donc, à mesure que les élèves grandissent, on ne veut pas nécessairement fragmenter tous les projets pour eux, mais on veut s'asseoir avec eux pour discuter de comment ils pourraient fragmenter leur propre projet. Donc, l'idée, c'est de les guider dans le processus de décision, de leur donner beaucoup, beaucoup d'appui au départ, puis graduellement, en fonction des progrès, là, on donne de moins en moins d'aide puis de structure. Si on fait toujours tout à la place des élèves, c'est sûr qu'on se retrouve plus tard avec des adultes qui vont manquer incroyablement d'autonomie. Puis là, c'est certain qu'en termes de temps puis d'investissement, pour les enseignants, c'est très, très exigeant, ça, à court terme. Mais à long terme, je pense que tout le monde est gagnant, les élèves et les enseignants. Il y a aussi l'enseignement explicite des stratégies liées à l'exécution efficace des tâches. Que ça, c'est vraiment important, surtout au cycle secondaire, pas exclusivement, mais surtout. Donc, par exemple, on peut enseigner aux élèves des stratégies de gestion de temps pour leurs examens. Comment faire un examen? C'est quoi nos méthodes? Pour certains élèves, on peut leur suggérer de parcourir toujours le contenu d'un examen brièvement avant de commencer, dans le but de mieux planifier leur temps. Pour certains élèves, on peut leur dire commencez par répondre aux questions d'examen qui sont plus faciles pour activer les connaissances en mémoire. S'il manque de temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les encourager à regarder le nombre de points alloués pour chaque question, puis les encourager à prioriser les questions en fonction du nombre de points qui est alloué. On peut aussi enseigner explicitement aux élèves des bonnes techniques de prise de notes en leur montrant les abréviations, en leur montrant comment utiliser des mots-clés plutôt qu'écrire des phrases complètes, montrant aussi comment faire des organigrammes pour rapidement illustrer les idées entre les concepts au lieu d'écrire tout ça à la main. Donc, c'est vraiment un enseignement structuré explicite qui va vraiment aider les élèves. Puis pour ces 2 points-là spécifiquement, ça va vraiment aider tout le monde, même les élèves qui n'ont pas de déficit exécutif. Mon second point, c'est sur la mémoire prospective. Donc, les déficits exécutifs sont
souvent liés à des problèmes de mémoire prospective. Donc, la mémoire prospective, ça, c'est un type de mémoire qui nous permet de nous rappeler de faire quelque chose plus tard dans le futur. Donc, chaque fois que vous oubliez de vous rendre à un rendez-vous important, c'est votre mémoire prospective qui vous fait défaut. Donc, l'idée ici, c'est encore d'enseigner explicitement des trucs mnémotechniques aux élèves. Ça peut être se dessiner une étoile sur la main pour pas oublier de faire quelque chose, ou se coller un post-it dans la porte intérieure de notre casier pour se rappeler un rendez-vous. J'aime aussi beaucoup l'idée de la montre vibrante qu'on peut faire vibrer discrètement pour nous rappeler une activité à notre agenda. Pour les élèves du cycle secondaire qui ont des téléphones intelligents, puis Dieu sait que c'est rendu la plupart des ados, là, on peut leur montrer comment utiliser les alarmes de rappel dans leur agenda électronique. Puis aussi beaucoup d'applications pour tablettes qui sont créées spécialement pour les personnes qui ont du mal à se rappeler de faire les choses prévues à leur agenda. Il y a ADHD Alarm puis ADHD App que je vous invite à explorer. C'est pas c'est juste 2 exemples. Là, il y en a certainement d'autres, mais je vous invite à les explorer pour voir s'ils pourraient pas être pertinentes pour vous aider les élèves avec qui vous travaillez. Ce qui m'amène à mon autre jeu du choix multiple. Donc, d'après vous, est-il possible d'améliorer les fonctions exécutives avec des interventions? Est-ce qu'on peut améliorer significativement nos fonctions exécutives? D'après vous, oui, le cerveau peut changer en fonction des expériences? Non, les gènes impliqués sont trop puissants? Ou C, la science n'a pas encore de réponse claire à cette question? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et donner votre réponse. Donc, 91% des gens disent oui, le cerveau peut changer en fonction des expériences. Très bien. La plupart d'entre vous ont trouvé la bonne réponse. Effectivement, la bonne réponse est A. Oui, le cerveau peut changer en fonction des expériences. Il faut comprendre toutefois que c'est un domaine de recherche qui est encore très, très jeune. La plupart des études ont été publiées après 2010, donc c'est pas peu dire. Donc, on a encore beaucoup plus de questions que de réponses, mais une des réponses qui semble se dessiner est que oui, il semble possible d'améliorer le fonctionnement exécutif des enfants, des adolescents et même des adultes. Il y a différentes approches qui semblent prometteuses pour améliorer les fonctions exécutives. J'en ai sélectionné 4 que je veux vous parler aujourd'hui. Ce ne sont pas des approches exhaustives, il y en a d'autres, mais ce sont les 4 que moi je trouvais les plus intéressantes là, à aborder aujourd'hui avec vous. Donc, il y a les programmes scolaires, il y a certaines activités récréatives, sportives, il y a le bilinguisme et des interventions générales pour le bien-être. Il y a moins d'études qui supportent le dernier, mais je trouve que c'est une approche qui fait beaucoup de sens. Puis il y a des belles hypothèses qui sont mises en lumière par beaucoup d'auteurs, puis je veux en discuter avec vous. Parce que je suis quand même psychologue, donc pour moi, le bien-être, c'est vraiment au centre de mes préoccupations. Donc, programme scolaire. Donc, il y a certains types de programmes scolaires qui mettent l'accent sur le développement des fonctions exécutives puis l'autorégulation émotionnelle chez les élèves, OK? Qui ont démontré vraiment des effets positifs. Par exemple, il y a Tools of Mind, il y a aussi l'approche Montessori, puis il y a le programme PATH, P-A-T-H-S, pour Promoting Alternative Thinking Strategies. Donc, l'idée ici, pour moi, c'est pas de promouvoir là, un programme en particulier, mais c'est plutôt de discuter avec vous des caractéristiques que ces programmes ont en commun. Donc, dans ces programmes-là, on enseigne explicitement aux élèves comment gérer leur temps pour les activités de loisirs, puis leurs activités de travail, ou comment faire de la résolution de problèmes étape par étape. Donc, de manière consciente, délibérée, puis progressive, on amène les élèves à améliorer leur habileté à attendre leur tour, à se mettre à la place des autres, à résoudre des conflits avec leurs amis, etc. Donc, l'emphase principale de ces programmes-là, c'est donc pas sur les compétences en littératie ou en numératie. Ça ne veut pas dire que les élèves sont pas amenés à travailler leur habileté académique, mais ça se fait certainement différemment que dans les programmes le plus traditionnels d'enseignement. Donc, en termes de caractéristiques puis de modalités, ces programmes
programme actuellement des leçons sur l'identification des émotions, sur la différence entre les émotions puis les comportements, sur des techniques pour aider à réguler nos émotions fortes. La vie en groupe, c'est également un thème très central dans ces programmes que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on va vraiment parler aux élèves de l'importance de l'inclusion sociale, l'importance de développer des liens positifs avec les autres, l'importance de collaborer, partager et ainsi de suite. Donc, en général, l'enseignement magistral est peu recommandé. Les leçons sont plutôt transmises aux élèves via des démonstrations par l'enseignement, des jeux de rôle, beaucoup de jeux de rôle, des activités de groupe, tutorat par les pairs aussi. Plusieurs de ces programmes-là vont combiner là, ce genre de modalités-là. Puis au sein de ces programmes, on cherche de manière là, vraiment explicite, voulue, à réduire le stress des élèves par rapport à leur performance académique. Puis on met vraiment l'emphase sur le plaisir, la fierté d'apprendre, dans le but de les aider à développer une meilleure confiance là, en eux-mêmes. Donc, comme je vous disais, ces programmes-là ont été évalués par des groupes de recherche indépendants. Puis, on démontre que les élèves obtiennent des scores plus élevés à plusieurs tests évaluant le fonctionnement exécutif. Donc, c'est encourageant, c'est inspirant selon moi. Mais toutefois, comme dans tout domaine de recherche, il y a des limites à prendre en considération. J'en ai soulevé 3 que je trouve importantes. Donc, la plupart des études disponibles sur ce genre de programme scolaire-là se sont concentrées sur les jeunes enfants, donc des enfants de 7 ans et moins. Donc, on ne sait pas trop encore si les impacts sont autant positifs pour les élèves plus âgés, comme ceux de la 4e, 5e ou 6e année ou ceux de l'école secondaire. Une autre limite méthodologique des études qui sont disponibles actuellement, c'est que très peu d'entre elles ont suivi les élèves à long terme après leur participation au programme. Donc, on ne sait pas trop si les élèves continuent d'avoir des meilleures fonctions exécutives 1 an après, 2 ans ou 5 ans après leur participation au programme. Puis ça, c'est important quand on fait des études là, sur le retour de notre investissement. Puis enfin, il est important de souligner que c'est pas toutes les fonctions exécutives nécessairement qui se voient améliorées par ce genre de programme scolaire. Par exemple, la capacité des élèves à accepter de différer une récompense pour en recevoir une plus importante dans le futur, ce qu'on appelle le délai de gratification, se trouve souvent peu amélioré chez les élèves quand on les teste en laboratoire à tout le moins. Donc ici, c'est trois limites là, importantes à considérer, mais bref, je vous invite certainement à lire sur ces programmes scolaires-là, puis de vous en inspirer peut-être pour vos pratiques professionnelles en salle de classe. Une autre catégorie d'intervention qui démontre de plus en plus de bienfaits, c'est l'activité physique. On sait qu'il existe une relation entre l'activité physique puis les fonctions exécutives. Donc, les gens qui sont physiquement actifs tendent à avoir de meilleures fonctions exécutives. D'un point de vue expérimental, toutefois, il est souvent difficile de déterminer c'est quoi le lien de cause à effet. Est-ce que faire de l'exercice physique améliore directement les fonctions exécutives ou est-ce que les gens qui sont nés avec des bonnes fonctions exécutives développent de meilleures habitudes de vie parce qu'ils sont plus en mesure justement de bien gérer leur temps? Ça, c'est toute une question. Puis je vous dirais que c'est sûrement un peu des deux, parce qu'il y a tout un nouveau courant d'études qui commence à démontrer un lien causal, comme quoi faire de l'activité physique contribuerait à développer nos fonctions exécutives. Par contre, ce ne seraient pas toutes les formes d'activité physique qui amélioreraient vraiment le fonctionnement exécutif. Les activités les plus avantageuses seraient celles qui font appel aux fonctions exécutives pendant l'exécution. Donc, par exemple, quand on fait une activité puis qu'on doit garder en tête plusieurs séquences de mouvements, ça fait partie, par exemple, de la mémoire de travail. Donc, dans ce contexte-là, faire du simple jogging, bien sûr, faire du jogging, c'est super bon pour la santé physique, mais ce ne serait pas trop gagnant d'un point de vue exécutif. Mais pratiquer les arts martiaux ou le yoga, ça aurait des bénéfices, par contre. Ici, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive d'activités physiques. Plusieurs auteurs avancent que ce qui compte, en fait, c'est pas tant qu'est-ce qu'on fait comme activité physique, mais comment on fait l'activité. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant comme formulation, comme hypothèse. Donc, c'est pas qu'est-ce qu'on fait comme activité, mais comment on fait notre activité. Comment est-ce qu'on va aller rechercher nos fonctions exécutives quand on fait de l'activité physique.
Le bilinguisme maintenant. Le bilinguisme représente une avenue que je trouve très, très, très intéressante. Donc, selon de plus en plus d'études, l'apprentissage de plusieurs langues favoriserait de meilleures fonctions exécutives. Toutefois, les effets positifs là, du bilinguisme ne toucheraient pas nécessairement toutes les fonctions exécutives. L'impact bénéfice serait surtout au niveau de la flexibilité mentale. Sûrement parce que dans le bilinguisme, il faut recourir continuellement à plusieurs répertoires lexicaux, si on veut, en alternance, ce qui fait qu'on pratique notre habilité à changer d'état mental. Donc, dans le contexte scolaire en Ontario, on peut voir comme hautement désirable la présence des écoles de langue française dans un environnement anglophone majoritaire. On peut voir aussi comme hautement désirable la présence de programmes d'immersion en français. Puis aussi toutes les écoles qui offrent de manière soutenue des cours d'espagnol, de mandarin, d'arabe ou toute autre langue pour permettre à leurs élèves de devenir vraiment compétents dans la maîtrise d'une langue seconde. Et enfin, la dernière catégorie d'intervention que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le bien-être général. Donc, c'est un peu vaste. Concernant le bien-être, on sait qu'il y a un lien entre l'état émotionnel puis les fonctions exécutives. Par exemple, le stress et l'humeur dépressive sont deux facteurs qui nuisent au bon fonctionnement exécutif. Donc, les élèves qui démontrent de meilleures habiletés exécutives, on sait aussi, que les élèves ou les adultes qui démontrent de meilleures habiletés exécutives, comme le contrôle attentionnel quand ils sont heureux. Donc ça laisse vraiment croire plusieurs auteurs que les interventions générales qui visent à réduire le stress, améliorer l'humeur, favoriseraient aussi par ricochet, si on veut, de meilleures fonctions exécutives. Donc, d'un point de vue scientifique, il y a encore trop peu d'études de bonne qualité qui nous permettent vraiment de confirmer ça, mais c'est une hypothèse extrêmement intéressante. Puis, moi, personnellement, j'aime beaucoup les approches globales parce qu'il est possible d'améliorer plusieurs aspects à la fois dans la vie des élèves par une même intervention. Donc, c'est vraiment l'idée de faire deux pierres d'un coup, là, si vous voulez. Donc, en misant sur le bien-être général des élèves, on pourrait avoir un impact sur leur humeur, leur santé mentale, la qualité de leurs relations interpersonnelles, leur rendement académique, bien sûr, leurs conditions physiques, puis qui sait, peut-être même leur fonctionnement exécutif là, de façon directe. Donc, dans le contexte scolaire, ce genre d'intervention pour le bien-être général pourrait consister en plusieurs choses, notamment encourager les élèves à avoir un mode de vie équilibré entre les études, la famille, les loisirs, mettre sur pied des groupes de soutien pour l'inclusion sociale puis briser l'isolement. On peut penser notamment à l'école secondaire, à tous les groupes de soutien pour les jeunes qui ont une orientation sexuelle différente. On peut aussi offrir aux élèves l'occasion d'être actifs physiquement tous les jours. Ça, c'est important. De plus en plus dans nos écoles en Ontario, ça, on met ça de l'avant, ce qui est très, très positif. On peut aussi organiser des séances de relaxation en salle de classe pour apprendre aux élèves à mieux gérer leur stress. Dans une des écoles de mon conseil scolaire, on a des séances de relaxation du genre pleine conscience, mindfulness, là, à tous les matins avec tout l'ensemble de l'école, ce que je trouve vraiment extraordinaire comme mesure pour les aider à relaxer puis apprendre à commencer la journée du bon pied, là, comme qu'on dit. Donc, en finissant, il y a plusieurs principes généraux qui se dégagent des études qui portent sur les interventions pour améliorer les fonctions exécutives. Donc j'en ai sélectionné 3 que je trouve très intéressants comme principe. Donc, premier principe, les personnes qui ont les fonctions exécutives les plus faibles sont celles qui profitent habituellement le plus des interventions, peu importe la nature des interventions. Donc, parmi les interventions qui semblent fonctionner, ce qu'on constate, c'est que tous les participants s'améliorent, mais ceux qui avaient de grandes difficultés sont ceux qui s'améliorent vraiment le plus. Deuxième principe, les pratiques répétées sont la clé des améliorations. Donc, même le meilleur programme d'intervention n'aura pas les effets escomptés s'il n'est pas fréquemment mis en pratique. Une pratique répétée, imbriquée dans plusieurs activités quotidiennes, qu'elles soient académiques ou autres, là, semble vraiment mieux que de pratiquer dans un module isolé. Par exemple, OK, tout le monde, on pratique nos fonctions exécutives à tous les lundis de 9 à 10. Là. Ça semble moins gagnant que pratiquer les fonctions exécutives à tous les jours dans plein de situations.
troisième principe maintenant. Pour susciter des améliorations, il faut que les habiletés exécutives soient vraiment mises au défi pendant les activités. Si les tâches sont trop faciles d'un point de vue exécutif, il n'y aura pas vraiment de gain. Puis aussi, il semble impératif que le niveau de difficulté des tâches augmente en fonction des progrès. Donc, en résumé, les fonctions exécutives se développent pendant la phase de l'adolescence pour atteindre leur pleine maturité au début de l'âge adulte. Les fonctions exécutives contribuent au fonctionnement académique, mais aussi à plein d'autres choses comme la santé physique, la santé psychologique, la vie professionnelle, les relations interpersonnelles, etc., etc. Plusieurs catégories d'élèves vivent des difficultés exécutives. Il ne s'agit pas juste des jeunes avec un trouble d'apprentissage. Pour aider les élèves en difficulté, il est important d'utiliser des stratégies compensatoires pour contourner leurs défis, puis les aider à traiter mieux la matière à l'étude. Puis bien entendu, ce n'est pas toutes les stratégies que je vous ai parlé qui sont nécessaires pour chaque élève, là, que des défis exécutifs. Il faut vraiment les choisir sur une base plus personnalisée en fonction des forces puis des besoins de chaque élève. Puis, les études dans le domaine suggèrent qu'il est possible d'améliorer nos fonctions exécutives par le biais de plusieurs méthodes. Effectivement, il semble y avoir plusieurs avenues pour l'intervention, chacune avec ses propres avantages, mais aussi avec ses propres inconvénients, des fois, ou ses propres contraintes. Donc, quand on souhaite aider un enfant ou un adolescent qui vit des difficultés exécutives, c'est essentiel d'essayer de trouver un équilibre entre les mesures de compensation puis les mesures plus de remédiation. Puis d'après mon expérience à moi, tout le moins, là, ça, c'est pas toujours facile concrètement à faire pour les équipes écoles. C'est vraiment pas facile de trouver le bon équilibre. Plusieurs questions demeurent encore sans réponse claire. Hein? Comme je vous dis, c'est un domaine de recherche très, très, très récent. Donc, on ne sait pas encore c'est quoi les meilleures interventions à court terme pour aider les élèves. Quelles interventions produisent les meilleurs effets à long terme? Ça se peut que ce ne soit pas les mêmes interventions qu'à court terme. On ne le sait pas. C'est quoi l'intensité et la fréquence optimale des interventions? C'est une très, très bonne question. Est-ce que certains types d'interventions sont préférables pour les jeunes enfants versus les ados versus les adultes? Est-ce qu'il y a des interventions préférables en fonction des diagnostics? Hein? On ne le sait pas trop encore. C'est vraiment là-dessus que les prochaines, à mon avis, que les groupes de recherche vont de plus en plus s'intéresser pour savoir qu'est-ce qui fonctionne mieux avec qui, comment, quand et avec quel niveau d'intensité. Donc, ceci met fin à mon webinaire. À la fin, je vous ai mis quelques lectures pour aller plus loin, si c'est un sujet qui vous intéresse. Ce sont des lectures dont je me suis fortement inspirée pour préparer les diapositives du webinaire. Donc, maintenant, je pense que ça va être la période des questions. Donc, tout commentaire ou question est très, très... vous êtes les bienvenus. Donc, au niveau du chat, OK, donc on m'informe qu'on va attendre Nathalie qui va prendre les questions pour moi parce que j'ai pas accès là, à vos commentaires ou vos questions. Merci, Madame Rivet, pour cette excellente présentation. Nous allons maintenant passer à la foire aux questions. Si vous souhaitez poser une question à Madame Rivet, veuillez entrer votre texte dans la case au bas du panneau de configuration et choisir de l'envoyer au personnel dans le menu déroulant.
Nous avons une première question qui concerne la mémoire de travail. Une participante demande s'il y a un moyen d'évaluer la mémoire de travail. Oui, bien sûr. Les fonctions de mémoire de travail sont évaluées en psychologie par des tests qui sont normés. Donc, les psychologues ou les psychométriciens, là, selon les régions, vont administrer ce genre de test-là, puis on va comparer les performances d'un élève aux performances obtenues par d'autres élèves de son même groupe d'âge. C'est de cette façon-là qu'on va déterminer si un élève a des habiletés de mémoire de travail qui sont dans la moyenne élevée, ou si c'est faible ou très faible. Hein, ça représente une faiblesse dans le profil de l'élève. Donc, en évaluation psychopédagogique ou neuropsychologique même, il y a différents tests de mémoire de travail. Il y a des tests de mémoire de travail qui sont beaucoup plus axés sur le canal auditif verbal. Donc, on va donner de l'information verbale. L'élève doit entendre, puis doit répéter puis manipuler qu'est-ce qu'on vient de lui dire. D'accord? Par exemple, on peut faire des tests de calcul mental, notamment. Il y a aussi des tests qui sont plus sur la modalité visuelle ou visuo-spatiale, où est-ce que là, on va montrer à l'élève des dessins, par exemple, pendant un court laps de temps, puis l'élève, après ça, doit remettre en ordre les dessins ou il doit les reproduire en les manipulant. Donc, il y a beaucoup de tests qui ont été développés au cours là, des années passées là, pour évaluer ce genre de fonctions-là chez les élèves. C'est pas des tests qui sont disponibles pour les enseignants. Ce sont des tests qui relèvent du domaine de la psychologie. Donc, c'est pas des tests que je vais donner droit d'accès là, aux enseignants avec qui je travaille, par exemple. Merci beaucoup. Une autre question concernant la mémoire de travail. Oui. Participante Geneviève parle que les recherches tendent à démontrer qu'il est difficile de rééduquer ou de développer la mémoire de travail. Comment on pourrait soutenir un élève qui possède une faiblesse importante de la mémoire de travail, par exemple 4e rang centile, en début de parcours scolaire et avant une mise en place d'outils technologiques? Oui, ben c'est ça. C'est que il y a beaucoup d'études qui démontrent que c'est plus complexe que ce qu'on pense, mais que il y a certaines interventions qui démontrent qu'on peut améliorer nos capacités de mémoire de travail jusqu'à un certain point. Par contre, c'est très rare qu'on va avoir un élève qui était dans une catégorie déficitaire, puis que là, après ça, il devient dans la moyenne après une intervention. Là. Ce serait vraiment une amélioration beaucoup trop spectaculaire. Puis aussi, ce qu'on se rend compte d'un point de vue intervention, mémoire de travail, c'est que un des gros problèmes, c'est la généralisation des acquis, si vous voulez. Donc, des fois, on peut entraîner la mémoire de travail dans un certain contexte, mais est-ce que l'élève est capable d'aller transférer ses nouvelles habiletés à des vraies situations de la vie de tous les jours? Pas nécessairement. C'est là vraiment les défis d'un point de vue entraînement cognitif, là, si vous voulez. En début de scolarité, chez les tout-petits, moi, ce que je suggère souvent aux enseignants, c'est de tout faire pour aller, excusez mon anglais, là, mais pour aller bypasser les limites de la mémoire de travail pour pouvoir leur enseigner des choses. Donc, c'est vraiment utiliser les répétitions, faire des résumés. Quand on parle de parler plus lentement, de vraiment aller prononcer les mots-clés avec plus d'emphase de notre message, utiliser beaucoup de supports visuels. Donc, pour donner l'occasion à ces élèves-là d'avoir accès à l'enseignement qu'on essaie de leur donner pour vraiment bypasser. Fait que c'est vraiment ça à faire, surtout au début du cycle primaire, là, notamment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on passe à une autre question? Vous vouliez compléter votre réponse? Oui, je regardais l'autre partie de la question, avant même la mise en place d'outils technologiques. C'est
Je pense que c'est beaucoup par la répétition. Ça va être très, très, très important. Puis bon, on sait que des fois les enseignants sont tannés là, de répéter, mais on sait que c'est comme ça qu'on apprend, c'est par la répétition. Hein. Donc j'encourage les enseignants qui ont à travailler avec des élèves comme ça à faire preuve de patience puis d'indulgence. Là. Excellent, merci beaucoup. Une autre question. Quelles sont les applications que vous recommanderiez le plus pour aider avec les troubles de l'organisation? Oui, j'en ai donné quelques-unes dans la présentation. Moi, j'aime beaucoup Visual Routines. Bonjour. OK, je suis pas certaine si je vous ai perdu. OK, non. J'aime beaucoup Visual Routines parce qu'on peut vraiment aller mettre des images associées. Le but, en fait, pour les applications, je trouve qu'on est dans une ère très technologique et ça, c'est extraordinaire. Donc, ça peut vraiment aider les enfants puis les adolescents à s'investir pour fragmenter leurs tâches puis s'organiser, hein, y aller vraiment étape par étape. Les applications, ça peut être un must, mais pas nécessairement. Il faut vraiment y aller en fonction de chaque profil d'élève. Puis pour certains élèves vont préférer certaines applications à d'autres. Mais les applications, c'est pas nécessairement là, la recette là, miracle. C'est ça qu'il faut comprendre. Certains élèves, en fait, se montrent assez accros à la technologie, ce qui devient vraiment un problème pour ces élèves-là. Parce qu'on n'est plus capable de leur faire fermer leur iPad ou de leur faire fermer leur téléphone. Fait que pour des élèves qui auraient des problématiques à ce niveau-là, peut-être qu'on est mieux d'y aller avec un carton ou de faire des listes à cocher en ne passant pas par les applications iPad et autres. Là. Mais pour d'autres, surtout ceux qui veulent pas être jugés qui ont peur d'être jugés par leur père, qui veulent pas avoir l'air différent de leurs camarades de classe, etc. L'emploi de la technologie, ça peut vraiment être un outil formidable parce que la technologie, c'est in. Hein, c'est vraiment in chez les enfants et les adolescents. Donc, s'ils utilisent quelque chose de technologique sur iPad, c'est même vu comme quelque chose de désirable par le groupe de pairs. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment évaluer du cas par cas pour voir si des applications pour iPad ou pour téléphone intelligent, ce serait un bon choix pour un élève. Et si oui, il y a le Visual Routines. Je vous invite à aller voir. J'ai pas mon numéro de diapositive ici, là. Mais je vous invite à aller voir ceux que j'avais mentionnés. Il y a Visual Routine, il y a Routinely, puis il y a First Then Schedule, que je vous invite à aller regarder. Puis excusez mon anglais pour la prononciation de ces mots-là. Il n'y a aucun problème. Un gros merci. Les participants se demandaient si vous pouviez répéter rapidement les programmes, le nom des programmes scolaires pour, par exemple, celui que vous aviez nommé Montessori. Oui, en fait, il y a l'approche Montessori qui a plusieurs études qui démontrent des bienfaits au niveau des fonctions exécutives. Il y a le Tools of Mind, donc Tools, T-O-O-L-S, of Mind, Mind, M-I-N-D, qui a démontré des assez bons résultats, de plus en plus répliqués par des groupes de recherche indépendants. Tools of Mind, c'est vraiment chez les tout-petits, là. On est plus du niveau préscolaire. Puis il y a PATH, ce qui est Pathways for Alternative Thinking Strategies. Pathways for Alternative Thinking Strategies. Voilà. Merci beaucoup. Sylvie me demandait si vous croyez que le programme CogMed, je vais l'appeler C-O-G-M-E-D, est un bon programme. Oui, pour remédier aux difficultés de mémoire de travail. Oui, le fameux programme CogMed. J'en parle pas dans ma présentation webinaire parce que, à mon avis, ça c'est un sujet qui mériterait son propre webinaire parce qu'il y a beaucoup d'informations à dire sur CogMed. Donc, pour ceux qui connaissent pas CogMed, c'est un programme d'entraînement à l'ordinateur. OK? Donc, c'est comme une espèce de jeu vidéo
où est-ce que un enfant, un adolescent, un adulte ou une personne âgée va faire tant de sessions de tant de minutes pendant tant de semaines à tous les jours ou presque. Puis, ça fait vraiment pratiquer ta mémoire de travail, OK? D'un point de vue vraiment visuo-spatial, puis retenir des chiffres, retenir des objets, etc. Puis, le niveau de difficulté va s'ajuster automatiquement en fonction des performances de la personne qui fait le programme. Donc, c'est vraiment un principe clé de CogMed. Puis, en général, il faut être pairé avec un professionnel certifié qui guide les interventions. OK? Donc, on fait pas ça tout seul chez soi. Faut contacter un psychologue ou un ergothérapeute pour vraiment que ce professionnel-là nous coach en quelque sorte puis qu'il montre notre plan de traitement. Il y a un nombre incroyable d'études sur CogMed qui démontrent qu'il y a des gains significatifs en mémoire de travail puis en endurance attentionnelle chez de nombreux groupes de personnes, comme ceux qui ont des TDAH, ceux qui ont un syndrome de Down, la trisomie 21, des personnes qui ont un accident cérébral vasculaire, etc., etc., etc. Donc, c'est très prometteur. Il y a beaucoup de limites méthodologiques qu'on pourrait parler. C'est sûr que c'est un programme qui peut être coûteux en termes de temps, en termes d'argent. Il y a des limites méthodologiques complexes par rapport à l'effet placebo, à la notion de groupe contrôle. Quoiqu'il y a beaucoup d'études qui ont réussi à contourner ces limites méthodologiques-là. Donc, c'est très intéressant. Par contre, le gros problème de ces programmes-là actuellement, c'est la généralisation des acquis. Hein? Donc, on se rend compte que quand on pratique notre mémoire de travail avec ce genre de programme-là, ça s'améliore. Mais est-ce que ça veut dire que on développe une meilleure mémoire de travail dans les activités de la vraie vie? C'est pas si automatique qu'on le voudrait. C'est pas si automatique. Puis c'est là un peu qu'il y a un accrochage, là. Puis les études, là, je vous dirais que les avis des scientifiques sont très partagés. Il y a certains scientifiques qui vont vous dire que de plus en plus d'études démontrent un bon transfert des acquis. Puis il y a d'autres auteurs qui vont vous dire on n'est pas encore convaincu pour vraiment recommander ce genre de programme-là. Donc, les avis sont divergents. C'est pour ça que je vous dis que ça aurait mérité vraiment un webinaire à lui tout seul. Puis je connais beaucoup la littérature à ce sujet-là, mais je suis certainement pas une experte de la littérature là au sujet de CogMed. Puis il y a récemment une étude qui est sortie en Australie où est-ce qu'ils ont testé des centaines, je pense des milliers d'élèves avec des programmes du genre CogMed. Puis là, eux se demandaient est-ce que ça va aider les enfants avec leur habileté de mathématiques. Puis cette étude-là en Australie a montré que des années plus tard, après 1 an d'entraînement intensif, les enfants qui ont participé à ce programme-là ne démontrent pas de meilleurs scores en mathématiques que ceux qui n'ont pas participé ou qui ont participé à d'autres genres de choses. Donc voilà. Fait que est-ce que moi je le recommande? C'est une question qui est embêtante. Une question qui est très embêtante. Puis parce qu'il y a beaucoup de oui mais ou de non mais là, si je vous dirais. Donc voilà, fait que je vais rester plutôt vaste à ce sujet-là. Puis je suis désolée, mais c'est ça la science, c'est que des fois on n'a pas toutes les réponses. Puis c'est correct aussi. Mais vous avez bien exprimé quand même la position face à CogMed, ses avantages potentiels, mais les limites ou qu'est-ce qu'on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de questions. On va avoir le temps pour une dernière seulement. En quoi le temps de sommeil ou le moment de la journée peut-il influencer les fonctions exécutives? Oh là là, ça c'est tout un sujet, puis j'aurais pu en parler aujourd'hui aussi. Le sommeil et les fonctions exécutives, il y a un lien clair. Quand on est en état de manque de sommeil, ça va nuire considérablement à notre niveau d'attention dans la journée, puis à nos fonctions exécutives. Pour tous les parents qui nous écoutent, qui ont été en manque de sommeil à cause de leur petit bébé qui dormait pas la nuit, vous savez de quoi je parle. Donc, c'est sûr que les élèves qui ont des mauvaises habitudes de sommeil, ça va avoir un impact dans la journée. Ça va avoir un impact dans la journée.
Puis ça peut mener malheureusement à des faux diagnostics. Parce que un enfant qui est en manque de sommeil, c'est un enfant qui peut se montrer très agité, très hyperactif, un enfant qui a de la difficulté à se concentrer, un enfant qui va être impulsif, un enfant qu'on peut, au bout du compte, éventuellement identifier comme ayant un TDAH, alors que finalement c'est un manque de sommeil chronique, là, si vous voulez. Donc oui, ça c'est un peu des choses de base à s'assurer. Si vous avez un élève en salle de classe qui a l'air à avoir des difficultés exécutives, essayez de parler avec l'élève puis avec ses parents, savoir c'est quoi l'hygiène de sommeil à la maison, est-ce qu'il y a assez d'heures de sommeil pour voir si ça pourrait pas avoir un impact. Ça c'est vrai pour tous les élèves, avec ou sans besoins spéciaux, mais encore plus pour les élèves qui ont déjà des difficultés, là, hein, c'est certain. Très bien, je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons mettre fin à la séance de questions et de réponses. OK. Bien, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Donc, merci. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous à info@ta-l'école et nous veillerons à ce que vos questions obtiennent une réponse. Si vous désirez rester au courant des futurs webinaires ou autres nouveautés sur le site TA à l'école, nous vous invitons à vous inscrire au bulletin bimensuel auquel vous pouvez accéder sur le site web de taalécole.ca sous l'onglet « Contactez-nous » ou au bas de la page d'accueil. Ainsi, nous vous invitons à nous suivre sur Twitter à @TA à l'école. Notre troisième colloque des professionnels de l'enseignement aura lieu le 23 et le 24 août à Mississauga et les inscriptions sont maintenant ouvertes au conseil scolaire. Ce colloque a comme objectif de partager des pratiques pédagogiques efficaces et pertinentes sur des méthodes d'enseignement et d'évaluation, de nouvelles perspectives et des connaissances acquises en matière de troubles d'apprentissage. Pour en savoir plus, visitez notre site web www.taalécole.ca. J'aimerais encore remercier Mme Rivet pour sa présentation. Et je tiens également à remercier tous nos participants qui ont assisté aujourd'hui. N'oubliez pas que nous enverrons un court sondage à la fin du webinaire. Nous serions reconnaissants si vous preniez le temps de le remplir afin que nous puissions utiliser cette information lors de la conduite de futurs webinaires. Merci encore d'y avoir participé. Merci encore, Mme Rivet, et bonne fin d'après-midi.